Bonjour à tous, salut Abdelaziz. Bonjour, comment tu vas? Ça va super. Très bien, ça fait plaisir de se voir. Enfin C'est oui, bien que tu sois venu tu sois passé à la maison. un petit coucou. Et voilà, et on va pouvoir discuter de sujets que je pense qui vont intéresser énormément de gens. Enfin, du moins le peu de gens qui nous suivent. Et voilà, je pense que ton approche, elle est excellente parce que tu es un de ce qu'on appelle nous des chercheurs de vérité. Et j'adore le fait que tu t'arrêtes pas à des dogmes et que tu sois en recherche constante. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un des trucs, tu es un des rares naturopathes que j'ai remarqué dans les blogs, là, et c'est pour ça que je t'avais un peu charcuté une fois. Mais je sentais chez toi qu'il y avait cette recherche. Et j'aime beaucoup ça, en fait. J'aime le fait que les gens ne s'arrêtent pas à juste ce qu'on leur a enseigné dans les écoles de naturopathie et qu'ils aillent rechercher réellement ce qui est vrai. Et notamment, enfin, je pense que tu fais un peu partie des gens qui font un peu comme ce qu'on fait, c'est-à-dire aller chercher les articles sur PubMed, aller chercher un petit peu ce qu'avaient fait les gens avant, les gens comme, on va en parler souvent, je pense, comme Weston Price, les gens qui ont vraiment expérimenté les choses et qui ont vraiment des choses à dire plutôt que juste des phrases de gourou là, sorties de je ne sais où et qui s'appuient sur rien du tout. Je te Voilà. remercie. Alors juste pour la petite histoire, Abdelaziz, je l'ai rencontré sur Internet, comme quoi on fait... L'Internet c'est bien mais le réel c'est mieux. J'avais posté du coup une vidéo sur Naturopathie et compagnie, le groupe. Ouais. C'est une vidéo sur les protéines animales. Voilà, où je me posais des questions quant à on va dire, la pensée dominante dans le milieu de la naturopathie, qui considère des fois les produits animaux comme des aliments non physiologiques. Et tu es venu poster un commentaire parmi tous les gens qui les excitaient, et tu étais venu partager un billet de blog que je mettrai en description, très intéressant sur l'alimentation ancestrale. Ouais. Et tu avais mis un long pâté, et je me suis dit, mais qui c'est ce mec parce que tu m'agressais pas, mais en même temps, voilà, tu avais un ton un peu appuyé, etc. Donc finalement, j'ai lu l'article et je me suis vraiment rendu compte que c'était super intéressant, beaucoup plus profond et poussé que les questions que j'avais pu poser dans la vidéo. Et c'est de là que ça a démarré en fait. On s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte que on était à peu près, on était un peu sur en phase, surtout sur cette recherche quoi. Tu citais Voilà, aussi Robert recherche. Masson. Ouais. Donc voilà, c'est parti de là en fait quoi. Et puis voilà, aujourd'hui on est ensemble et C'est bien. tu Ouais, me donnes cette interview, donc je te remercie, je suis je suis très content content d'être là aussi. quoi. Je trouve ça super. Et puis c'est bien que tu ne te sois pas vexé quand j'ai mis un Ouais, non, message. Bon, parce que c'est vite fait. Hein. Je veux dire, t'as qu'à voir un petit peu quand je poste par exemple des articles dans certains blogs ou dans certaines pages Facebook. J'avais fait quelques articles, notamment sur la viande, ouais. et dont un avec tout un tas d'articles, Ouais. d'études référencées et tout ça. Et même là, tu vas te retrouver à te faire traiter de tous les noms par des gens qui sont de purs flemmards, qui ne vont même pas avoir ne serait-ce que, comment dire, le courage ou même ne serait-ce que l'honnêteté intellectuelle d'aller faire la recherche, d'aller essayer de comprendre et de dépasser le sentimentalisme pour voir réellement dans les faits ce qui est, quoi. Et enfin, je veux dire, la naturopathie en France, on a plus tendance, comme je te l'expliquais tout à l'heure avant qu'on commence cette vidéo, à suivre un mouvement théosophique plutôt que de chercher la vérité, en pensant qu'on a chacun sa vérité, que chacun, enfin, c'est un relativisme qui me dépasse un petit peu, si tu veux, parce que pour moi, il y a au-delà de nos idéologies, il y a des choses, des vérités, des réalités et des besoins. Je veux dire, l'être humain a certains besoins et je pense qu'il ne peut pas s'écarter trop loin de la réalité sans tomber dans tout un tas de problèmes. Je pense qu'on va en discuter un Ouais, petit peu plus tard. exactement. Alors du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter, un petit peu nous donner ton parcours, comment tu es arrivé dans le milieu de la santé en fait quoi. D'accord. Alors, bon, ben voilà, je me présente. Donc, je suis Abdelaziz El Mansouri. Je dirige l'école Innov Naturopathie. Et avant de devenir le directeur d'Innov Naturopathie, j'ai eu, comme dirait mon frère, plusieurs vies. J'ai été sportif de haut niveau, j'ai aussi Quel sport, eu... si c'est pas indiscret? Je joue au rugby à 13. Ok. Enfin, au niveau en France, première division en France, c'est pas... Je veux dire, on n'est pas au niveau des Anglais ou des Australiens, mais bon, pour ce Ok. qui est de la France, bon, ben, je jouais à ce niveau-là. Et j'étais au Krebs de Toulouse jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il fallait que je m'occupe un petit peu de gagner ma vie parce que c'est pas un sport très télévisé, donc on gagnait pas des milliers et des cents, mais bon, c'était plus un sport de passion. Et là, à ce moment-là, donc, je suis parti un petit peu en Angleterre où je pense que c'est un truc qui m'a été vachement utile, donc de développer mon anglais.
C'est quelque chose qui me sert énormément aujourd'hui dans mes recherches et dans mes études, parce que comme tu le sais, moi je suis un adepte de la médecine fonctionnelle, et la médecine fonctionnelle, si on venait à chercher dans le monde francophone la littérature, je pense qu'on serait assez limité. Mais au-delà de ça, donc il y a un moment donné où j'ai fait un choix de vie, à revenir à un mode ancestral, donc j'ai décidé d'aller vivre au Maroc, je suis parti et j'y ai vécu pendant 10 ans. Donc ça, c'était en quelle année? C'était en 2011. En 2011. En 2009, j'ai commencé déjà à voir les prémices. Et en 2011, j'ai fait le move et j'étais au Maroc. Donc là-bas, j'ai fait une palmeraie. Et en parallèle de faire une palmeraie, si tu veux, il s'est passé un incident dans le village où j'habitais, où une personne a failli mourir d'une crise cardiaque. Et je suis intervenu, enfin pas intervenu, je suis passé chez lui et je me suis rendu compte qu'il faisait une crise cardiaque alors qu'on lui avait donné des antibiotiques. Donc à partir de ce moment-là, ça lui a un petit peu, je vais éviter les détails, ça lui a un petit peu sauvé la vie. Et de là, les gens se sont mis à venir chez moi. Spontanément, tu avais des familles entières, des gens qui amenaient leurs fils, des gens qui amenaient leur père, des gens qui amenaient... Et donc je me suis retrouvé là, et là, tu as l'imam du village qui est venu me voir et qui me dit « Mais écoute, si tu veux faire une profession comme celle-là, moi qui suis imam, rien que pour monter sur le minbar et faire une prêche, il me faut une qualification, il me faut un diplôme. Donc je pense que tu devrais passer un diplôme. » Et là, bon, je suis allé faire ma recherche et je suis tombé sur l'école Innov Naturopathie que je dirige aujourd'hui, qui était dirigée à l'époque par Marie-Claire Laparé. Et quand Marie-Claire Laparé dirigeait l'école, si tu veux, moi je ne savais pas ce que c'était la naturopathie, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et j'ai contacté Marie-Claire Laparé, elle m'a donné rendez-vous à Tanger. On s'est rencontrés là-bas, après une brève discussion, on est littéralement tombés amoureux l'un de l'autre, quoi. Mais intellectuellement, hein, parce qu'elle avait 74 ans, paix à son âme, elle est décédée maintenant. Et en fait, si tu veux, quand j'ai commencé avec elle, ça a été de suite. Donc le matin, j'allais faire ma palmeraie, l'après-midi, j'étudiais la naturopathie. Mais au-delà même d'étudier la naturopathie, j'étais déjà depuis quelques années dans une recherche de vérité. Donc, je n'étais pas du genre à prendre une information et juste l'assimiler parce qu'on me l'a donné. Il me fallait aller chercher. Donc, j'allais rechercher. Et c'est là que je te disais que le côté anglo-saxon, le fait de parler l'anglais, m'a été très bénéfique dans le sens où j'ai pu avoir accès à des documents que je n'aurais pas eu si je ne parlais que français. Donc, de là, donc, j'ai repris, en fait, si tu veux, j'ai passé mon diplôme. Quand j'ai passé mon diplôme, Marie-Claire m'a recontacté et elle m'a dit « Il faut que tu viennes au Canada ». Je dis pourquoi? Elle me dit écoute, viens, je t'expliquerai. Donc là, je viens au Canada, j'arrive à Montréal, elle vient me chercher et on va à Granby, dans son petit village. Et là, on a passé une quinzaine de jours à discuter tous les deux, à parler de naturopathie, etc. Et au bout de ces 15 jours, elle me dit je veux que tu reprennes l'école, je suis fatigué. Donc là, juste que tu précises, c'est une école, au moment où tu reprends l'école, c'est une école de naturopathie en ligne. C'est déjà une école en naturopathie en ligne. Elle est née en 1993 et ça a toujours été de l'enseignement en ligne. Donc à distance, essentiellement à distance. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Seulement, c'était déjà à la base un enseignement classique de la naturopathie telle que tu la connais, purement hygiéniste, avec tout un tas de dogmes qui n'ont jamais été dépoussiérés. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec Marie-Claire Laparé, je lui ai dit, mais pourquoi, si tu sais que ce n'est pas vrai, telle ou telle chose, pourquoi est-ce que tu continues à les enseigner? Et sa crainte, en fait, c'était que, de peur qu'on dise qu'elle ne fait pas tel enseignement, elle ne fait pas tel truc, donc je ne vais pas la rejoindre. Et en fait, elle avait cette peur, elle avait cette crainte. Et un jour, elle m'envoie, et c'est elle qui m'a fait, c'est ça qui est marrant, c'est elle qui m'a fait découvrir Robert Masson, que je ne connaissais pas moi au début. Et elle m'a envoyé une vidéo de Robert Masson qui parlait de nutrition, et notamment de la viande. Ouais. Alors là, je tombe des nues. Je lui dis, mais Marie-Claire, tu m'envoies ces vidéos. C'était un flingue dans l'assiette, je crois. Un pistolet dans l'assiette. Okay. Et je crois que c'est la fameuse vidéo là, qui dure 2 heures avec la musique rock. Ah, là. Enfin, il y a 2 volumes ou 3 volumes. Là. Et là, je tombe là-dessus. Je dis, mais c'est complètement ce que je te dis depuis que tu m'as formé. Et c'est les trucs sur lesquels on se prend la tête et la viande et machin. Elle me dit, oui, mais lui, c'est un guerrier. C'est un guerrier parce que ça fait des années qu'il fait ça. On sait tous que c'est la vérité, mais on a tous peur de le faire. Okay. Donc, à ce moment-là, si tu veux, moi, j'étais déjà en recherche, j'avais déjà commencé pas mal à rechercher tout ce qui était médecine fonctionnelle et j'étais déjà avancé là-dedans. Donc, quand j'ai repris l'école, j'ai dit à Marie-Claire que ce n'était pas un problème, mais qu'il allait falloir qu'on introduise la médecine fonctionnelle, donc des changements dans notre école.
oui, mais non, mais si, mais là. En fait, il y avait aussi un mélange d'ego parce qu'elle ne supportait pas le fait que j'arrive tout nouveau, tout frais et que je commence à faire des recherches qu'elle n'avait pas faites ou que j'aille dans des chemins qu'elle n'avait pas osé faire. C'est normal, on n'est pas de la même génération. Comment te dire, moi, je n'avais pas l'esprit pollué par tous ces dogmes. J'étais un électron libre. Je ne faisais pas partie de la naturopathie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me considère toujours comme quelqu'un d'extérieur, quelque part. Je suis quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient regarder les choses et qui, après, va faire le tri et va se dire, bon, ben voilà, telle chose, elle est bénéfique. Bah, écoute, il n'y a pas de raison de s'en priver, c'est bénéfique, c'est bon, je prends. Par contre, telle chose, je ne vois pas pourquoi je vais enseigner des choses auxquelles je ne crois pas. Pourquoi je vais enseigner à quelqu'un qu'il faut manger que des légumes, alors que moi-même, je ne le fais pas. Je veux dire, voilà. Et même au-delà de ce que je fais ou de ce que les autres font, il y a un moment donné, il faut faire la différence entre l'idéologie. Je respecte toutes les idéologies. Que tu puisses penser telle chose ou telle chose, c'est très bien. Mais il y a un moment donné, il faut faire une différence entre ton idéologie et tes besoins. Et je pense que il y a un moment donné, les besoins, ils prennent le dessus. Ils prennent le dessus parce qu'il y a certaines choses que va te réclamer ton corps, au-delà de ce que veut bien penser ton mental. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Robert Masson avait dénoncé tout un tas de végétariens, de végans, qui en façade étaient végans, mais qui derrière mangeaient un steak. Parce qu'il y a un moment donné, tu peux pas rester comme ça ad vitam aeternam. Ok, donc on va y revenir. Ce qui concerne les idéologies, ça m'intéresse beaucoup. Mais avant ça, déjà, est-ce que tu peux nous dire, donc Innov Naturopathie, c'est l'école de naturopathie en ligne que tu gères. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que tu enseignes, est-ce que tu fais aussi des consultations, enfin aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Voilà, moi je trouve que c'est important enfin, de garder un pied dans le fait d'avoir des consultations, donc de recevoir des personnes. Je pense que faire de la recherche juste pour de la recherche, au final, c'est de l'érudition. Donc on va accumuler des savoirs, on va accumuler des... Pardon, je coupe. Bon, on va laisser ça de côté. Donc en fait, on va accumuler des savoirs juste pour le fait d'accumuler des savoirs. Mais ce qui va compter en fait pour nous, dans le sens où nous, on est des thérapeutes, c'est de prendre des recherches, de faire des études, d'apprendre des choses, mais toujours dans l'optique de venir en aide aux gens. Je pense que c'est une vocation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain comme ça, en se réveillant le matin, en se disant écoute, je vais devenir thérapeute, je vais m'occuper de la santé des gens. Je pense que c'est une vocation et que je pense que moi, c'est toujours orienté. Je ne vais pas aller faire une recherche pour le principe juste de faire une recherche. C'est toujours une recherche orientée dans le sens où je vais capter quelque chose qui va être utile non seulement pour mes élèves, mais aussi pour les gens que je reçois. Et c'est important de comprendre chez moi que j'ai besoin de comprendre et de savoir que ce que j'enseigne, ça fonctionne. Et que ce que j'enseigne aux gens, c'est quelque chose que je mets en pratique. On parlait tout à l'heure de certaines écoles, de certaines personnes qu'on ne va pas citer, mais quand tu regardes au final, à la sortie de leurs écoles, avec quel savoir elles sortent et si elles sont en capacité d'accompagner les gens, c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule. Il y a un moment donné, même, je pense que c'est même dangereux, quoi. Tu me parlais d'exemple de ton boucher, je ne sais pas, tu voudras peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a des gens à qui on va donner des conseils, mais qui vont les mettre dans des vrais problèmes. Donc je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir élever notre niveau. Il va falloir commencer à vouloir apprendre l'anatomie, la physiologie, la biologie. Je veux dire, le naturopathe qui se sent flemmard à ce niveau-là, je pense qu'il n'a rien à faire dans le game, il n'a rien à faire dans le métier. L'autre niveau, c'est qu'il va falloir aussi venir frotter nos connaissances et ce qu'on nous a enseigné et le frotter à la science et voir un petit peu ce que dit réellement la science. On ne peut pas croire quelqu'un qui, du haut de son chapeau, va nous faire des affirmations parfois gratuites, qui ne se basent sur rien et qui n'ont aucun ancrage dans la réalité. Il y a un moment donné, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse différence entre la théosophie, donc l'idéologie, et la réalité. Et c'est pour ça que nous, avec Innov Naturopathie, on a fait le choix de la médecine fonctionnelle, parce qu'on pense que c'est le futur de la naturopathie
et que tout naturopathe qui veut vraiment prendre en charge des personnes va être obligé à un moment donné de s'intéresser à la médecine fonctionnelle. Donc sur une œuvre naturopathie, tu formes des naturopathes, c'est bien ça? Donc tu as Ouais. un cursus pour former des Oui, naturopathes de oui, A à Z? oui, oui, de A à Z. Ok. Donc, comme tu le sais, les associations, elles réclament 1200 heures. Nous, c'est 1350 heures. Et c'est exclusivement de la naturopathie. Il n'y a pas de massage, il n'y a pas d'acupuncture, il n'y a pas… Tout ça, on trouve ça formidable, hein. Mais pour nous, c'est pas ça un naturopathe à la base. Un naturopathe, il peut déjà commencer à comprendre son métier, à acquérir les bases, se faire des bases solides, donc devenir un éducateur de santé, mais avant de devenir un éducateur de santé, tu es un enquêteur, tu es un détective, tu es quelqu'un qui va poser des questions, qui va faire des recherches et qui va venir apporter des réponses de fond à des problèmes de fond. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir gérer des symptômes de la bobologie avec des plantes, avec des huiles essentielles. Tout ça, certes, c'est super, c'est de super outils. Ah, mais bien sûr, surtout par exemple quand tu veux nettoyer l'intestin, tu ne vas pas le faire avec des poèmes, hein. Ouais. Tu vas le faire avec des plantes. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose que tu vas consommer, c'est quelque chose dont tu vas te servir. C'est des outils, mais ce n'est pas une finalité. La finalité pour toi, c'est de remettre la personne en fonctionnalité, donc fonctionnalité cellulaire, digestive, etc. Mais c'est toujours, ça part toujours du digestif, parce que si tu veux, si tu n'as pas les micronutriments pour faire fonctionner les cellules, à un moment donné, le cellulaire, voilà, c'est que la conséquence de ton état gastrique, de ton état digestif et de l'état de nutrition dans lequel tu es. Et ça, je veux dire, tu peux pas mettre quelqu'un en végan. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà discuté avec un végan, mais un vrai, hein, pur et dur. Hein. Je ne sais pas. Oui, ouais, je l'ai été, donc j'en ai compris. Ouais, tu vois qu'à un moment donné, au niveau du tempérament, ça va venir te jouer des tours, tu vois, qu'il va te manquer des choses, tu vas être irascible, Donc il y a quelque chose qui va se retranscrire dans le réel, de ton idéologie vers le réel, et tu verras bien qu'il y a un décalage. Donc il y a un moment donné, l'être humain est omnivore, qu'on le veuille ou non, il a besoin de certaines choses, et notamment de viande. Donc sur une œuvre naturopathie, tu formes des naturopathes. Il y a des cours qui sont à la carte, donc on peut choisir ce qu'on veut étudier. Tout dépend. Si tu veux faire une formation certifiante, oui. Donc à un moment donné, tu vas être obligé de prendre tout le cursus. Okay. Mais après, voilà, tu peux être un naturopathe, par exemple, qui revient nous voir pour faire que la partie nutrithérapie, médecine fonctionnelle. Okay. Donc à ce moment-là, nous, on t'accorde les acquis, donc pour l'anatomie, physiologie, biologie, tout ça. Tous les acquis, on te les donne. L'aromathérapie, si tu l'as fait, pareil, on va t'accorder les équivalences. Mais comment te dire, si une personne veut juste prendre à la carte, par exemple, j'ai des mamies des fois qui me contactent pour juste faire l'aromathérapie parce qu'elles ont envie de faire de l'aromathérapie autour d'elles. Donc à ce moment-là, elles prennent le cours à la carte, mais ce n'est pas une formation certifiante. La formation certifiante, elle demande quand même un certain nombre d'heures et un parcours complet. Donc l'anatomie, etc. Comment gérer une clinique, tu vois, des trucs tout basiques, hein, tout terre à terre. Hein. Gérer une clinique, c'est quoi la philosophie de la naturopathie, l'éthique de la naturopathie, donc des choses que tu dois apprendre avant de devenir un thérapeute. Ok. Alors je mettrai évidemment tout en description, vous pourrez aller voir le site de l'école Innov Naturopathie. Alors du coup, il y a un mot que tu as utilisé, que tu utilises beaucoup dans tes vidéos, c'est le mot de fonctionnel, donc médecine fonctionnelle. Là, tu en as touché deux mots, j'ai bien compris que toi, ton optique, c'est de remettre la personne sur pied, c'est pas d'utiliser des techniques de soulagement. Bien évidemment, des bains, des huiles, de la phyto, de la gémo, des massages peuvent être à un moment donné des éléments pour passer certains obstacles, mais on a vraiment compris que c'est pas ça vraiment qui va changer le fond. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette médecine fonctionnelle? Ça veut dire quoi la médecine fonctionnelle en fait? D'accord. Bon, alors c'est un principe, je veux dire, c'est une façon d'aborder la santé qui est née aux États-Unis, donc la médecine fonctionnelle. Et voilà, on va trouver là encore, c'est comme la naturopathie, il n'y a rien de figé, il n'y a pas une seule école, il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui font de la médecine fonctionnelle, un peu comme en France, Curté, le docteur Curté, qui eux se basent sur la supplémentation, etc. Tu as Georges Mouton qui est… Enfin voilà. En France, je veux dire, on n'est pas beaucoup à pratiquer cette médecine. Bon, qu'est-ce que c'est grosso modo? Nous qu'est-ce qu'on entend par fonctionnalité? Donc, si tu veux, en fait, la fonctionnalité des systèmes, la fonctionnalité des cellules, la fonctionnalité du système digestif, la fonctionnalité… Si tu veux,
comme on disait, quand l'appétit va, tout va. Tu vois. Et quand tu reviens à certains textes ancestrales dont je te parlais tout à l'heure, tu as des textes sacrés qui parlent de la digestion, qui parlent du système digestif, qui parlent de... Et c'est vrai que tout est centré là-dessus. Je veux dire, si tu n'as pas un bon système digestif qui est en fonctionnalité, et si tu n'apportes pas les bons micronutriments, parce qu'au-delà de l'alimentation, c'est la micronutrition qui va nous intéresser. Donc, les micronutriments, c'est les éléments qui se trouvent dans vos aliments. Donc, que ce soit les vitamines, que ce soit les acides gras essentiels, que ce soit... C'est tout un tas de choses dont vont avoir besoin vos cellules pour fonctionner correctement. Et si tu veux, moi, je considère l'être humain comme un ordinateur. Et ce qu'on va lui donner, c'est des programmes. Et en fait, il faut un programme adapté en fonction de ton mode d'exploitation. Je veux dire, l'être humain est fait d'une telle manière qu'il y a un moment donné, il lui faut tel programme pour fonctionner. Si je vais manquer de certaines vitamines, je vais parler par exemple de la vitamine B12 ou de la vitamine B9, je vais en avoir besoin dans le cycle de Krebs. Si dans le cycle de Krebs, je n'ai pas la vitamine B12, la vitamine B9, je vais avoir une montée d'homocystéine. Si j'ai une montée d'homocystéine, je vais me retrouver avec des problèmes cardiaques. Bon, je schématise, hein, c'est très résumé, mais au-delà même de l'homocystéine qui monte, je ne vais pas avoir d'antioxydants comme le glutathione. Je vais pas avoir... Donc, il va y avoir tout un tas d'événements en cascade qui vont faire qu'on va se retrouver dans un problème de santé et dans un déséquilibre. Donc, au-delà de venir apporter une plante pour tel problème ou une huile essentielle pour tel bobo, il faut commencer à la base. Et la base, pour nous, c'est toujours de commencer à relancer le système digestif. Une fois que j'ai relancé le système digestif, tout le reste après, c'est simple. Il faut donner une adaptation alimentaire adaptée. Il faut remettre un pH acide correct au niveau de l'estomac. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont venir jouer un rôle. Et là aussi, comme je t'expliquais tout à l'heure, la médecine fonctionnelle, elle est spécifique. C'est-à-dire que je n'ai pas une réponse pour tout le monde. J'ai une réponse adaptée au profil de la personne que j'ai en face de moi. Donc, suivant son état de santé, il y aura telle ou telle approche à faire et tel ou tel régime ou adaptation alimentaire à lui donner. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas figé dans un seul mode alimentaire. Je suis avant tout thérapeute et je cherche à mettre la personne que j'ai en face de moi en santé, et ça peut vouloir dire peut-être passer par plusieurs étapes. Je peux peut-être commencer par la mettre sur un certain type de mode alimentaire, comme par exemple on parlait tout à l'heure carnivore, cétogène. Ça peut être très bien au début parce qu'on élimine un maximum de choses, et puis après on n'est pas tous censés rester dans ce mode alimentaire. Certaines personnes d'ailleurs, ça ne leur est pas adapté, donc tu peux les faire évoluer un aliment après l'autre vers autre chose et les ramener vers quelque chose qui va être plus confortable et plus sociable. Je veux dire, tu peux pas, comment te dire, quand tu vis en famille, tu peux pas imposer ton mode alimentaire à toute la famille. Donc, il faut jongler un petit peu entre les deux. Mais comme tu disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est de rester en santé. Donc, voilà. Ok. Si maintenant, moi je prends toujours le parallèle, parce que moi la médecine fonctionnelle, c'est quelque chose que je connais pas trop. Moi, je connais l'hygiénisme et la naturopathie. Et on va dire, moi, pour moi, la santé, c'est les quatre piliers, l'alimentation, l'activité physique, le repos et la sérénité mentale. Toi, par exemple, pour remettre une personne en fonctionnalité, donc tu t'occupes d'abord toujours du système digestif. C'est la base. Tu le fais avec l'alimentation ou tu as d'autres manières de... C'est quoi notre influence sur par le système exemple, digestif? tu vois, on peut parler des causes sous-jacentes. On parlait tout à l'heure du péristaltisme. Si j'ai pas de mouvement intestinal, si mon bol alimentaire stagne, s'il n'y a pas ce mouvement, il y a un moment donné, je vais me retrouver avec une inflammation, je vais me retrouver avec un SIBO, je vais me retrouver... Donc, il y a un moment donné, il va falloir faire un état des lieux. Et pour moi, l'état des lieux, c'est comme si, par exemple, j'avais une fuite au plafond, j'ai des gouttes qui passent. Mon premier réflexe, ça ne va pas être de venir peindre le plafond. Je vais me dire, attends, il y a de l'eau qui passe, je vais peut-être monter sur le toit, voir un petit peu ce qui crée la fuite, colmater la fuite. Une fois que j'ai colmaté la fuite, à ce moment-là, je peux venir descendre en bas et réparer, faire les choses qui vont embellir. Donc, quelque part, si j'ai une personne qui a, par exemple, un péristaltisme diminué, il y a certainement eu, à un moment donné, une réaction par rapport à son alimentation, par rapport aux choses qu'elle a ingurgitées, par rapport à son mode de vie, par rapport à son stress, il y
il y a quelque chose qui est venu déclencher. Ça peut être un choc émotionnel, même des fois, tu vois. Ok. Ça peut être des choses comme ça qu'on a à gérer. Donc, il y a quelque chose qui est venu créer ça. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai cette personne, elle a un SIBO du fait que son péristaltisme a été diminué. Ma première des choses, c'est de venir nettoyer. Donc, là, c'est là que la phytothérapie va être super intéressante, c'est là que l'aromathérapie va être super intéressante, c'est là qu'on peut donner certains compléments alimentaires pour venir aider. Je pensais notamment tout à l'heure par rapport à la chloridrie au niveau de l'estomac. Si on n'a pas une chloridrie impeccable, donc si on n'a pas une bonne acidité au niveau de l'estomac, à ce moment-là, on ne va pas avoir déjà une protection, parce que si tu veux, l'acidité, c'est une barrière. Donc on risque d'avoir des pathogènes qui vont passer au travers et qui vont arriver donc au système digestif, à l'intestin. Et là, à ce moment-là, ça peut venir causer des problèmes. De même, si je n'ai pas un pH optimal au niveau de mon estomac, je vais avoir du mal à réduire les aliments. Donc, je vais me retrouver avec des carences en nutriments. Je pense notamment à la vitamine B12, comment on appelle aide-moi, l'intrinsèque, le facteur intrinsèque qui justement se fait au niveau de l'estomac et qui vient créer la B12 se crée dans l'estomac. Donc, si tu as ce genre de problème, déjà, il va te manquer de la B12. Et quand on voit les symptômes d'une carence en vitamine B12, ça peut être affolant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont une carence en vitamine B12 et qui sont diagnostiqués carence en fer, alors que ce n'est pas du tout ça. Et c'est souvent un problème de B12. Donc c'est vrai, c'est encore une de ces choses qui passe sous le radar au niveau des médecins. Donc nous, si tu veux, c'est à ce niveau-là qu'on va s'attacher. Mais après, au-delà de ça, il y a le sommeil, comme tu disais. Il y a le stress, le management du stress. Il y a le côté social de la personne. Je veux dire, c'est global. Et dans ce sens-là, nous, on ne renie pas l'hygiénisme. On en vient de l'hygiénisme, tu vois. Mais il y a certaines choses qui vont nous déranger, tu vois, dans l'hygiénisme. Voilà. On en discutera tout à l'heure si tu veux. Voilà. Ouais. C'est la prochaine question. Je voulais te poser justement à toi la question. Oui. Pour toi, c'est quoi l'hygiénisme? L'hygiénisme, moi, je l'ai compris comme un art de vivre dans le respect de la physiologie humaine, en fait. C'est ça ce que j'ai compris. Bon, on va dire, vraiment pour schématiser le truc, ce que j'ai compris, c'est l'hygiénisme, c'est plutôt l'hygiène de vie. On va essayer d'être le moins interventionniste possible sur le corps. On va dire la naturopathie, qui est plus moderne, est une pratique qui s'inspire de l'hygiénisme, on va dire sur les 4 piliers de la santé, alimentation, activité physique, repos et sérénité mentale. Et pour moi, vraiment, la naturopathie, ce qu'elle a apporté en plus, c'est toutes ces techniques qui sont très à la mode, hein, le yoga pour la gestion du stress, les massages, les bains chauds, les bains froids. Là, on a Wim Hof, par exemple, qui est en train de... Tout le monde fait Wim Hof, tout le monde fait des bains froids, la phyto, l'aromathérapie. Donc pour moi, la naturopathie, c'est ces petites techniques-là, mais qui pour moi sont des techniques de soulagement. Elles vont permettre d'aider la personne, de nettoyer. Et l'hygiénisme, pour moi, c'est vraiment, je l'ai compris comme le mode de vie, en fait. Où on touche le moins, et la naturopathie, on va venir intervenir, quoi. Moi, je l'ai compris comme ça. D'accord. Moi, c'est un peu pareil. Hein. Je veux dire, après, voilà, c'est l'interprétation qu'en fait chacun après derrière. Mais moi, je pourrais le transcrire en en 2 mots. Hein. C'est le retour au mode ancestral. Donc, 3 mots même. Okay. Retour au mode ancestral. Donc, retour au bon sens. Retour aux choses qui étaient censées et qui faisaient du bon sens. Je veux dire, si tu regardes bien tes arrière-grands-parents, c'est eux qui avaient raison. Voilà, je veux dire, c'est pas le petit végan là d'aujourd'hui là qui veut aller condamner le mec qui élève ses petites bêtes, ses petits canards, ses petits machins, et venir lui dire non mais voilà tu pollues la terre ou tu réchauffes la planète ou non nous on est végétariens parce qu'on est censé être des singes et que machin. Enfin, voilà, encore une fois de l'idéologie basée sur rien du tout, alors que la sagesse, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Hein, comme je disais tout à l'heure en métaphysique, si tu as quelqu'un qui arrive en termes de métaphysique en te disant voilà j'ai un nouveau concept, tu peux être sûr que c'est un imposteur. Et de la même manière qu'en nutrition, en principe de vie quoi, en général, hein, je veux dire ce que faisaient les ancêtres, ce que faisaient les personnes du mode ancestral, il y a beaucoup de bon sens là-dedans. D'ailleurs, il te suffit, enfin, moi qui ai vécu dans le désert au Maroc, qui a rencontré, parce que j'ai été steward pendant un certain temps, qui a rencontré des gens en Afrique, qui a rencontré des gens un petit peu partout, je sais qu'il y a un moment donné, j'ai vu une sagesse chez ces gens-là qui n'existe plus chez nous, quoi.
Tu ne viendras pas leur imposer d'être végétarien à ces gens-là. Bonjour. Comment ça va? Allez, viens ici avec nous. Hop là. Là, c'est ma fille, je te présente Aïcha. Ah non, enchanté, moi c'est Jacques. Dis bonjour, tonton. Elle ne me lâche pas, hein. Elle est toujours avec moi. Alors, du coup, moi il y a une question qui me vient là, que je voulais te poser. Bon, on sait que la naturopathie en France, elle n'est pas standardisée. Ouais, Comme par exemple la médecine c'est standardisé, la psychologie c'est standardisé, la naturopathie c'est pas standardisé. Donc j'ai l'impression qu'à la fois c'est un avantage, puisque chacun peut être le chercheur, chacun peut creuser, mais le désavantage c'est que tu peux trouver des grosses conneries, donc des gens qui vont raconter n'importe quoi. Est-ce que tu penses, toi, qu'aujourd'hui la naturopathie elle devrait être standardisée ou pas? Non, non, parce que moi je trouve que c'est bien heureux d'ailleurs que ce ne soit pas standardisé. Mais par contre, le problème, comme tu disais, le problème c'est pour la personne qui n'y connaît rien et qui va aller rencontrer le premier naturopathe venu. D'ailleurs, j'ai bien aimé une de tes vidéos là, que tu as fait là. Comment déceler un naturopathe dangereux, je ne sais pas comment tu l'as. Les 5 signes qui doivent qui doivent vous alerter. Voilà. Donc Faut il se y a. méfier, quoi. Ouais. C'est très large et le problème, j'allais te dire, tu vas avoir, allez, on va être large, on va dire qu'il y a 90% de naturopathes en France qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. C'est vrai, c'est vrai. Combien de fois, je suis sûr que tu en as récupéré beaucoup, tu as des clients qui reviennent te voir, qui ont été voir des naturopathes, qui se retrouvent avec 20 compléments alimentaires, 30 herbes, 30 machins, 30 trucs. Le matin, tu manges ça, à midi, tu manges voilà. ça, et le soir, tu manges ça. Ouais. Et là, tu te retrouves avec la personne, tu te dis, mais c'est pas. Comment c'est pas possible? Oui, attends, tu as vu la vidéo? Ouais, et que tu te dis, c'est pas possible de donner de telles choses à des gens. Puis, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, tu as de la supplémentation stupide, comme on dit, voilà, il va te manquer de la vitamine B12, je te donne un truc de vitamine B12. Mais quid de l'état intestinal de la personne? Donc tu vas te retrouver avec des gens qui vont te faire jeter de l'argent par les intestins. Il y a un moment donné, enfin, tu l'as compris, je pense que déjà les gens vont le comprendre, je ne suis pas un fanat de la supplémentation. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas systématique. Et vraiment, si on doit supplémenter, c'est des choses, mais ça ne dépasse pas les doigts de la main. Okay. Je veux dire, on ne va pas en mettre 10, tu vois. Tu vas avoir la vitamine D, tu vas avoir le magnésium, tu vas avoir la vitamine K2, tu vas avoir… Enfin, certaines choses comme ça qui sont vraiment pertinentes pour certaines personnes, dans certains cas de figure, à supplémenter. Mais venir supplémenter quelqu'un parce que soi-disant il est en carence de vitamine B12, tu vas lui donner une vitamine B12 et la vitamine B12, tu le sais, si tu as lu mon article, tu as plusieurs formes de vitamine B12. Tu as méthylcobalamine, tu as cobalamine, voilà, quelle forme, sous quelle façon. Après, il y a des gens chez qui c'est impossible. Tu vois, les gens à qui on a fait une réduction gastrique, les gens qui ont vraiment un problème, comme par exemple, j'ai des autistes des fois, où je commande des injections de vitamine B12, méthylcobalamine, donc déjà méthylé, tu vois. Tu te souviens ce que je te disais tout à l'heure par rapport au cycle de Krebs, donc quelque chose qui est déjà disponible. Mais je le mets en intraveineuse, en intramusculaire, pardon. Donc ça va directement dans les fesses, quoi. Et je le fais faire par une infirmière pour pouvoir voir, parce que tu sais comment c'est en France. Mais bon, il y a certains cas, dans certains cas précis. Mais comme je te disais tout à l'heure, les naturopathes ont besoin d'être formés, mais à un niveau supérieur. Vraiment, la physiologie, tu veux dire. Physiologie, biologie, anatomie, alimentation, tout ça, ça doit être du haut niveau, du haut vol. Pourquoi? Parce que notre but et notre ambition à nous, en tant que naturopathes, c'est de venir nous inscrire dans le paysage de la médecine conventionnelle. Et pour être visible, pour être utilisable par la médecine conventionnelle, il faut qu'on soit lisible. Et comment tu veux être lisible quand tu te retrouves avec des mecs qui te disent « lave-toi l'estomac avec de l'huile de ricin ». Comment tu veux, toi, être mais crédible si tu y arrives, on te dit « mesure ton pH en pissant sur une bandelette ». Comment? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Venir dire aux gens que pour vivre bien et serein, il faut boire que des jus verts, tu vois. Il y a un moment donné, ça pose problème, ce genre d'approche. Et nous, comme disait Robert Masson, je sais que tu l'apprécies pas mal, et moi, c'est vraiment un des rares naturopathes pour qui j'ai vraiment du respect en France. Si tu veux, Robert Masson, il disait qu'on sciait la branche sur laquelle on était posé. Mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, alors qu'on a une opportunité formidable. Nous, les naturopathes, je veux dire, quand on le fait réellement et sérieusement, comme ce qu'on est en train de dire, on a un rôle
indispensable à jouer dans l'épidémie de maladies chroniques inflammatoires dans lesquelles se retrouvent nos sociétés. Et je veux dire que moi, j'ai des clients, des fois, c'est des médecins, c'est des pharmaciens, c'est des... Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils savent très bien qu'eux n'y connaissent rien déjà en alimentation, ils n'ont pas été formés, ils ont fait 1 heure, 2 heures ou 3 heures là, sur les 8 ans de formation, 9 ans de formation qu'ils ont. Ils ne savent pas traiter le fond. Donc j'ai eu pas mal de médecins qui sont venus me voir pour des scléroses en plaques et tout ça. Mais pourquoi ils sont venus me voir? Parce qu'on m'a recommandé, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un résultat. Et surtout, dans la conversation, ils voient qu'il n'a pas affaire à un farfelu. Un mec qui va lui parler de... Enfin, De respirer. on va pas, tu vois, je vais pas te la refaire, mais tu les connais les gourous là, quand tu vois leurs vidéos là, c'est plutôt effrayant quoi, c'est plutôt hallucinant, je veux dire. Et ça les engage qu'eux quoi. Et puis là, avec de la musique derrière, et chemise blanche et on te fait des présentations et tout ça. Mais on est dans le sketch des inconnus en fait. Exactement. Et puis derrière, toi, quand tu vas venir détruire ça, on va te dire t'as tué Bambi quoi. T'es le mauvais gars quoi. T'es quelqu'un de pas bien parce que non, c'est une super dame, elle est super gentille. Non, c'est un super gars. Écoute, ce qu'il dit c'est gentil, c'est beau. Et puis de toute façon, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté de ce qu'il dit. Bon, je suis désolé, mais à un moment donné, on est redevable. La personne qui est en face de nous, elle nous a payé pour un bilan de santé, elle va payer des suppléments alimentaires, elle va débourser de l'argent, elle va perdre du temps et tout ça. Si c'est pour lui bousiller la santé, je ne vois pas ce qu'on fout là-dedans, quoi. Du coup, au niveau des idéologies, moi, la plus grande idéologie que j'ai constatée dans l'hygiénisme et la naturopathie, c'est l'idéologie en termes d'alimentation. Ouais. J'ai l'impression que l'alimentation qui est proposée aujourd'hui par 80% de naturopathes, c'est une alimentation qui est pro-végétarienne, du moins qui est à majorité végétale. Ouais. Qu'on regarde le PNNS français qui nous dit de baisser la viande rouge, d'augmenter les légumes secs, les fruits, qu'on voit les alimentations très, très à la mode dans le milieu naturopathique sur les alimentations végétaliennes, frugivores, alimentation vivante. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur cette idéologie, pourquoi elle est fausse en fait? Moi, déjà, voilà, c'est toujours pareil. Avant de gober une idée, c'est un prof à la fac là, qui m'avait enseigné ça et je te jure que c'est resté dans mon cerveau et je lui serai toujours reconnaissant. Avant de gober n'importe quelle idée ou n'importe quelle idéologie, tu dois le passer au filtre de qui, quand, quoi, comment, pourquoi. D'accord? Donc, si on vient me parler de ce mouvement-là, qui est la naturopathie, et qui préconise ce genre d'approche et tout ça, moi, mon but à moi, c'est d'aller découvrir pourquoi. Alors, on se dit, mais d'où il sort ce mouvement végétarien, véganiste, qu'on nous pousse en avant et tout ça? Alors là, tu fais une recherche, et puis en discutant une fois avec Gilbert aussi, on s'est rendu compte, en fait, tous les deux, qu'il y avait un mouvement religieux derrière. C'est plutôt... c'est ça? Ouais, la Seventh Adventist Church, okay. Tu vois, et là, je dis, et là, tu t'épluches un petit peu, puis tu te rends compte qu'il y a un mec comme Kellogg's. Et le gars de Kellogg's, en fait, si tu veux, le gars qui fait les cornflakes, fait partie de la Seventh Adventist Church. Et lui, en fait, si tu veux, il avait préconisé pour sa paroisse qu'il mange moins de viande, et pour remplacer la viande, il fallait qu'il passe aux céréales, donc aux protéines végétales, parce que son but à lui, c'était qu'il y ait moins de fornication et moins de masturbation dans sa paroisse. D'accord? Voilà. Donc, si tu veux, à la base, déjà, dès le départ, le postulat, on ne va pas dire le postulat de départ parce que ça serait se répéter, mais si tu veux, le postulat, il est erroné. Il est basé sur de la pure idéologie, basée sur rien du tout, sauf des délires déviants d'un mouvement protestant. Enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans le truc du protestantisme, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo, mais il y aurait pas mal de choses à dire. Mais comment te dire? Il y a un moment donné, si tu veux, on peut aussi se diriger vers la théosophie. On peut aussi prendre le rapport du club de Rome. Je ne sais pas si tu le connais, le rapport Meadows. Le rapport Meadows qui préconise tous ces genres d'idées. Mais réellement, quand on va voir derrière, par exemple, on prend pour la viande végétale, donc la viande, la protéine végétale, les steaks végétales qu'on nous fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour des gens qui ne veulent pas manger de la viande, ils mimiquent quand même pas mal la viande là. Pourquoi ne pas faire un truc qui ne ressemble pas à la viande carrément, si on veut aller au bout du truc? Mais non, voilà, une purée ou un truc, ou une pâtée pour chien, là, enfin, un truc comme ça, tu vois. Non, là, il te faut un truc qui ressemble au steak, tu vois, et qui essaie d'approcher le goût, donc on va rajouter de la chimie dedans.
on va faire tout un tas de choses. Et là, tu te dis, mais tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quoi? C'est un truc de business Et là, tu te poses la question. Et effectivement, quand tu vas derrière, tu te rends compte qu'il y a toute une industrie et qu'il y a tout un tas de gens qui ont investi là-dedans. Et pas des moindres, tu as Bill Gates, tu vois. Beyond Meat, Beyond Meat, par exemple, tout un tas de... Il y a un steak où il marque moins de CO2, moins d'eau, c'est bon pour la planète, c'est bon pour toi. Ouais. C'est ça Alors le que, message, quoi. alors que pour avoir du soja, on est obligé de déraciner les arbres, d'avoir de plus en plus de champs. Et quand on voit ce que ça prend de faire pousser du soja, moi, voilà. Après, voilà, je veux dire, eux, ils financent une association, par exemple, qui s'appelle L200, je sais pas, 214. Donc, L214 va faire des actions et elle va filmer dans certains trucs. Mais L214 est financée par ses financiers. Elle est financée par eux. De la même manière que tu as, comment il s'appelle, l'écolo en hélico, là. Arthus Bertrand. Ouais, c'est le mec qui va photographier la planète vu d'un hélicoptère et qui vient nous prétendre l'écologie. Ce type-là est financé par Natixis. Donc tu vois, le mouvement écologique financé par Natixis. La transition verte, c'est la même manière. Tu vas prendre Gaël Giraud, culture pour d'autres légumineuses qu'on va transformer en protéines, soi-disant qui vont prendre à la place de la viande, alors que ce n'est pas le cas, on le sait, tu sais, on discute souvent toi et moi de biodisponibilité, d'antinutriments, on sait très bien que ce soja modifié OGM qui nous présente comme la panacée pour l'écologie et pour notre santé, c'est tout l'inverse en fait. Donc il faut se méfier de l'image des choses, de l'image qu'on en donne, parce que quand ce mouvement L214 il va filmer qui? Un extrémiste industriel qui est en train d'élever 100 milliards de cochons dans 2 mètres carrés, mais ce n'est pas le cas du petit producteur qui s'occupe bien de ses bêtes, je veux dire, il y a un monde entre ces deux choses, mais on fait l'amalgame et on essaie de nous faire passer vers autre chose. Et je pense qu'en modifiant notre alimentation, on essaie de nous modifier nous aussi. On voit très bien qu'on est dans une ingénierie sociale, on voit très bien qu'on est dans une cybernétique émotionnelle dans laquelle on essaie de changer le comportement de l'homme et de changer le fondement de l'homme. Mais pour changer fondamentalement l'homme, on a aussi besoin de le changer au niveau de son alimentation. Et je pense que c'est tout un mouvement là. Je pense que la naturopathie, je vais dire bête et stupide, qui gobe ses idées sans aller les ruminer, sans aller les rechercher, elle oublie certaines choses et elle se fait entraîner dans un mouvement et elle se retrouve l'outil idéologique de certains financiers, de certains banquiers qui, eux, savent qu'on est arrivé au bout d'un système, qu'on va passer à un nouveau système, mais qui ne veulent surtout pas perdre la main. Donc, si tu veux, cette mouvance idéologique, pour moi, elle est contre-productive, mais au-delà de ça, elle est inconsciente parce qu'elle ne se rend pas compte de vers quoi elle se dirige. Tu me parlais de frugivorisme. Frugivorisme. Est-ce qu'on peut sincèrement penser que l'être humain peut ne manger que des fruits et être en bonne santé? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire 10 000 ans de recherche pour ça. Hein. Faites-le pendant 2 semaines et je vous garantis que vous allez voir la différence. Enfin, je veux dire, c'est de l'idéologie pure, mais ce qui me dérange, en fait, si tu veux, c'est que les gourous qui lancent ça sur le net, ils ne se rendent pas compte, en fait, que derrière, tu as des pauvres âmes, des gens fragiles, des gens sensibles, qui vont suivre ça à la lettre et se retrouver dans enfin, on le voit tous les jours, hein, des parents qui vont nourrir leur bébé avec du pseudo-lait végétal, alors que le lait, c'est un abus de langage. Hein. Je veux dire, c'est du jus de riz, du jus d'amande, du jus de soja, mais en aucun cas, c'est du lait. Et en aucun cas, ça a les propriétés du lait. Donc, tu veux nourrir un gamin avec ça, tu vas le tuer. C'est ce qui s'est passé en Australie, c'est ce qui s'est passé. Il y a tout un tas d'exemples comme ça, dans lesquels tu te retrouves avec des drames au bout de ça, quoi. Je veux dire, si ça pouvait considérer que le côté idéologique, où chacun a son idée, tu sais, le relativisme dont on parlait tout à l'heure, chacun sa vérité, chacun ses idées, mais réellement, la réalité, elle nous rattrape. Et quand les gens vont suivre ces bêtises, c'est plus une histoire de ta réalité, ma réalité, c'est une histoire de la réalité qui te rattrape. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec des gens carencés et des gens qui vont se retrouver dans de gros problèmes de santé. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Donc, c'est pour ça que pour moi, je n'ai pas de… Comment te dire ?
je ne vais pas ménager ces idées, je ne vais pas me plier à un dictat que soi-disant parce que j'ai une école de naturopathie et que j'ai peur de ne pas avoir d'élèves. Je n'en ai rien à tamponner en fait quelque part. Hein. Moi, je vais aller chercher ce qui est réel, je vais aller chercher ce qui fait du sens et ce qui dans la réalité va produire de bonnes choses. Et puis le reste, l'idéologie, ça me passe à côté, quoi. Donc t'as pas peur par exemple, les gens qui disent moi je peux être en bonne santé en étant, c'est ma liberté, je peux être en bonne santé en étant végétalien, je pas hors de carence. Toi t'as pas peur de leur dire la vérité à ces gens-là, quoi, Bah, quand ils viennent te voir. après, si ça le regarde lui, s'il vient me voir moi et qu'il va me poser des questions par rapport à sa santé, qu'il va me payer pour que je lui dise ce qu'il doit faire, je ne vais pas lui mentir, Ouais. je vais lui dire la vérité. Mais si c'est quelqu'un que je rencontre dans la rue et qui déblatère son idéologie, c'est son idéologie, je la respecte, mais à condition qu'il ne vienne pas l'imposer aux autres. Tu parlais tout à l'heure de certaines écoles qui vont enseigner ce genre de choses et qui vont reproduire tout un tas de thérapeutes qui vont aller disséminer tout ça dans la société. C'est pas bon. Ouais. Là, il y a un moment donné, je ne vais pas aller jusqu'à dire c'est criminel, mais on n'est pas loin. Hein. Ouais. On n'est pas loin. Ouais. Ouais. Comme tu disais, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une connivence entre tout ce qui nous est proposé en termes de produits de supplémentation, d'outils en fait, voilà, de consommation, et en même temps la promotion d'alimentation qui sont carencés et qui vont avoir besoin en fait de ces produits de substitution. C'est-à-dire que demain, si on a tous les naturopathes qui disent bon ben il faut manger végétal, il faut faire ci, il faut faire ça, mais derrière il faut prendre le complément en zinc, il faut prendre les acides aminés, il faut prendre le quinton, la spiruline, les huiles tous les soirs. En fait, on se rend compte que tout ça, bah, ça fait le bonheur des entreprises, en fait, Et là, tu des reviens, multinationales, en fait, quoi. et là, tu reviens à ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de retour au mode ancestral. Est-ce que dans le mode ancestral, nos parents, ils avaient des machines pour produire des compléments alimentaires en gélules ou des trucs comme ça? Non. Je veux dire, il n'y avait pas ce genre de choses. Et le simple fait de se supplémenter, ça vient démontrer la stupidité du truc. Donc, quelque part, ça vient démontrer comment te dire, le respect qu'a le monde des végans par rapport aux gens qui mangent de la viande. Parce que c'est quelque part reconnaître que ces micronutriments, tu en as besoin et qu'ils ne sont pas dans ton alimentation. Après, je sais que tout le monde fait... je suis sûr que tu vas avoir des commentaires en dessous de cette vidéo avec des gens, oui, mais moi, machin... Prendre un exemple pour essayer de m'en faire une vérité. Moi, je te prends le truc global. Le truc global, c'est qu'il y a une synergie entre les nutriments. Il y a des besoins. Par exemple, on va prendre le fer. Tu prends le fer qu'il y a dans un bout de foie d'un animal qui a été élevé sainement, qui a mangé de l'herbe, etc., etc. Tu prends le fer qu'il y a là-dedans, ce n'est pas le même fer qu'il y a dans les épinards. Le fer qu'il y a dans les épinards, c'est un fer non héménique. Et le fer qui est dans le foie, c'est un fer héménique. Donc, la biodisponibilité, elle n'est pas la même. Dans un bout de foie comme ça, il va te falloir manger 3 brouettes d'épinards pour avoir la même chose. Et encore, si tu arrives à, à assimiler ces micronutriments, si tu as la biodisponibilité, si tu as les enzymes, si tu as le système digestif qui va te permettre de prendre ces micronutriments. Mais je suis désolé, c'est carrément pas le cas de tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, cette explosion de maladies chroniques inflammatoires, ça nous démontre qu'on est dans le faux, quoi. Ça montre qu'il y a quelque chose que l'on fait dans notre société en ce moment et qui n'est pas bonne. Et on ne peut pas remplacer le mauvais par le pire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce régime standard américain dans lequel on a baigné pendant des années avec les oméga 6, donc les huiles de graines, avec le gluten, avec le sucre, en veux-tu, en voilà, les boissons gazeuses et tout ça. On ne peut pas sortir de ça et partir dans un autre extrême où on va manger que des végétaux. Il y a un moment donné, comme c'est dit par exemple dans le Coran, la voie du milieu, c'est toujours la meilleure. Donc tu n'es pas obligé de manger de la viande tout le temps, mais tu en as quand même besoin. Okay. Voilà. Ok. Du coup, ça fait le lien avec la dernière question que je voulais te poser, c'est que j'ai bien compris que tu n'es pas dans l'idéologie, tu es dans la recherche, soutenue par tout ce qui est scientifique, mais aussi par la pratique, puisqu'on peut chercher toute la journée des choses sur PubMed. Si on n'essaye pas, si on ne voit pas ce que ça donne en vrai, ça vaut rien. Aujourd'hui, toi, à la lumière de ce que tu as compris,
de la santé, de la naturopathie. Quand on parle de santé, qu'est-ce qui est commun à tout le monde et qu'est-ce qu'il va falloir déterminer pour soi-même pour être en bonne santé? D'accord. Bah, tu te souviens, j'avais fait un article qui s'appelait Quelle est l'alimentation idéale de l'homme? Oui. Ouais. Et là-dedans, j'avais fait aussi un truc. Pourquoi le régime paléo est-il paléo et pourquoi on s'en fout, tu vois? Pourquoi on s'en fout? Parce qu'au-delà de donner une dénomination à un régime ou à un type d'aliment alimentaire, il s'agit d'avoir une alimentation à haute densité nutritionnelle, donc avec un pack de nutrition. Et d'ailleurs, tu le vois, les gens qui vieillissent, ils ont moins d'acide gastrique, ils ont moins, tu vois, et surtout, ils mangent moins. Donc, ton intérêt à toi, c'est de leur donner quelque chose, peut-être qui va prendre moins de place, parce qu'on va prendre un plat de pâtes et un bout de foie avec un avocat ou des asperges à côté, tu vois, ça ne va pas prendre le même volume, tu vois. Et ça va être beaucoup plus digeste de manger un bout de foie avec de l'avocat que de se gaver d'un plat de pâtes, lasagne ou au fromage avec tu vois, des boulettes de viande dedans et tout ça. Enfin, ce machin-là, c'est beaucoup plus difficile à digérer que ça. Et après, si je viens comparer au niveau des micronutriments, d'ailleurs c'est un truc que j'apprécie que tu fais, tu vas souvent comparer un bout de viande à un fruit, un bout de viande à un légume, et tu te rends compte en fait que même au niveau des vitamines, la viande, les abats sont supérieurs à tout ce qui est végétal. Ça, je le fais parce que tous les gens que je croise, je leur pose la question. Je fais, d'après toi, les vitamines et minéraux, ils sont où? Fruits, légumes, fruits, légumes. Ouais, légumes. parce qu'on a tous on profite de cette image. l'ignorance des gens, en fait. Quoi. Exactement. Ben, tu sais, les images que tu as à la télé, je ne vais pas te la refaire. Hein. Tu vois le mec qui boit un jus de fruits là, de bon matin. Enfin, voilà. On a l'impression que le jus de fruits. Mais le jus de fruits, moi, je l'interdis, moi, aux gens qui. Je te jure, hein, les gens que je vois, je dis, mais attends, mais tu te rends compte, pour faire un jus, là, il te faut 4 oranges, 4 machins. Tu n'as pas les fibres pour gérer après le sucre que tu as à l'intérieur. Mais ce que ça fait au niveau de ton métabolisme, c'est la folie, quoi. Tu ne peux pas avoir ça. Et de la même manière avec les jus verts, tu vois, quand tu vas avoir un milliard d'antinutriments. Enfin, les choses sont bien faites, je veux dire. Tu vas manger une orange, tu ne vas pas avoir envie d'en manger 4, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être de suite, tu vas finir la première, stop, là, ça suffit. Il y a une raison à ça, tu vois. On parlait tout à l'heure de proportionnalité des choses. L'univers, il n'a pas été fait par un Big Bang, on le voit bien, enfin, je veux dire, le Big Bang si, mais ça ne vient pas de nulle part. Il y a une ingénierie, on voit, là je suis en train de regarder un arbre, je vois la feuille, je vois l'harmonie de la feuille, je vois, il y a des choses qui sont faites pour une raison. Et même au niveau de l'alimentation, je veux dire, à moins d'être vraiment malade ou tu sais que la personne a besoin d'un petit surplus de vitamine C ou un truc comme ça peut être intéressant sur un shot, tu vois. Mais ce qui va te tuer, c'est pas ce que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu fais tous les jours. Donc si on va parler en termes d'alimentation saine, il y a, comment te dire, il y a certaines choses que tu dois respecter. Il y a certains trucs que tu dois faire pour rester en santé. D'ailleurs, je reviens à ta question, c'était quoi exactement Qu'est-ce qui est commun à tous et voilà. qu'est-ce qui doit être différencié? Donc, ce qui doit être différencié, voilà. Donc, ce qui doit être commun à tous, voilà, c'est le contenu de tes aliments, d'accord? Après, ce qui est spécifique, c'est en fonction de l'état où tu es. Par exemple, si tu es sportif, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins qu'un papy. Tu vois, je te parlais des anciens qui ont beaucoup moins d'acidité gastrique. Donc, en fonction de la personne, tu vas avoir plus ou moins de variantes. Mais si tu veux, on a un socle commun, tu vois. Il y a le fait qu'on est omnivore. Ça, je veux dire, personne ne peut le mettre en doute de venir nous dire que l'homme n'est pas omnivore. Et ça, tu le dis aussi, par exemple, aux gens qui disent qu'on est carnivore et qu'on devrait manger que de la viande. Ben, tu le dis autant à eux que tu le dis aux végétaliens. Voilà, autant ce que je dis à eux, autant je le dis aux autres. Il y a un moment donné, tu ne peux pas être extrême, je veux dire. Il y a des baies, par exemple, les baies rouges, les trucs. On sait très bien qu'il y a de super trucs là-dedans. Pourquoi t'en priver par idéologie? Parce que dans ton livre, c'est marqué que tu dois être que carnivore. Je veux dire, tu vois, je ne sais pas comment te dire. Il y a un moment donné, tu as envie de te baigner, il y a un moment donné, tu as envie de monter à la montagne, tu vois. Tu as plusieurs envies, quoi. Et tu ne peux pas limiter à juste une chose. Enfin, voilà. Et puis au niveau sociétal même, enfin, je veux dire, tu imagines si on mangeait tous que de la viande tous les jours. Ouais. C'est difficile à envisager. Ouais. Oui, Bobby. Tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Non? Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? T'en penses quoi, toi, de la viande?
Donc ce qui est commun à tous, on va dire, c'est les éléments qui nous permettent de vivre. Et la différenciation, ça va être selon notre état de santé, ça peut aussi être notre génétique, la Ouais, différenciation. ben c'est pour ça que tu vois, il y a longtemps, on disait que les problèmes de santé étaient génétiques. Oui. Et donc, c'était une fatalité, tu n'y pouvais rien. Là, maintenant, on a changé notre fusil d'épaule, d'ailleurs en médecine fonctionnelle, on parle d'épigénétique. Ouais. Donc, c'est plus le contexte, tu vois, en fonction de ta génétique. Mettons, moi, je peux manger des pâtes, je peux manger des trucs, tu vois, ça va pas trop me faire bouger, tu vois. Mais tu as la personne qui est diabétique, qui a un profil, d'ailleurs, c'est pour ça, dans nos anamnèses, on fait souvent le questionnaire et on va chercher les antécédents familiaux. Et d'ailleurs, si tu as dans tes antécédents familiaux des diabétiques, des problèmes de maladies auto-immunes et tout ça, tu peux être persuadé que toi, il y a 90% de chances où il y a certaines choses dans l'alimentation que tu ne pourras pas toucher. Je pense notamment au gluten, je pense notamment à la caséine du lait, je pense au sucre, il y a certaines choses que tu ne pourras pas toucher. Et comme tu disais tout à l'heure, on est tous bien d'accord qu'on n'a aucun besoin et aucune utilité de toujours faire monter notre insuline et de manger que du sucre, même si on est en bonne santé, il y a un moment donné, ça va nous épuiser, ça va créer des problèmes. Donc, si tu veux, oui, c'est là que c'est notre rôle, nous, de naturopathe, c'est de venir adapter à la personne qu'on a en face de nous et de venir lui ajuster. Mais après, si tu veux, on va ajuster un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche, mais vraiment au centre. La base, ça va être la même, tu le sais, enfin, je veux dire, les régimes à low calories, low carb, high fat, enfin, avec peu de sucre, souvent, ça marche. Ben oui, et puis ça ramène les gens à la santé, enfin, ça fait des miracles. Hein. Là, je vois, là, j'ai attaqué, j'en ai pas mal là, de clients là, cette semaine. Je vois les changements, dès qu'on attaque, hein, si la personne elle respecte les recommandations que tu lui donnes, c'est phénoménal. Hein. Et comme tu le sais, moi des fois par exemple avec des diabétiques ou des maladies auto-immunes, j'aime bien commencer en carnivore ou même en céto, tu vois. Mais après voilà, mon but à moi, si elle ne veut pas y rester, c'est pas de la laisser là, tu vois. Même si je sais que sa santé, elle peut être excellente comme ça, mais tu verras, tu remarqueras que tu as des personnes, dès que tu leur changes un petit peu, tu leur rajoutes un petit peu d'autre chose, elles sont encore en meilleure santé, tu vois. D'aller plutôt vers un paléo, pour certaines personnes, c'est mieux que d'être vers un céto, tu vois. Ok. Bah écoute, je t'ai demandé tout ce que je voulais. Est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer, soit pour les gens, soit pour le monde de la naturopathie, soit comme tu veux. Le monde de la naturopathie, il le sait, je veux dire, je ne vais rien sortir de nouveau. Robert Masson, paix à son âme, il en a parlé. Les gens considèrent à penser que, enfin voilà, c'est très, comment dire, c'est très divisé sur Robert Masson, tu le sais. Hein. Il y a des gens qui vont le prendre pour un extrémiste, d'autres gens qui vont le prendre pour un génie, et puis voilà. Mais il ne laisse pas indifférent en tout cas. Et Il avait montré la voie en fait. je pense que oui, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions. Ouais. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à toi, par rapport à moi, c'est qu'on se pose des questions. On ne gobe pas la chose telle qu'elle est et on va chercher. Et de la même manière, hein, lui, il te l'expliquait aussi, il te dit l'être humain, il va manger de la viande. Hein. Tu as très peu de gens qui vont pouvoir digérer les légumineuses, enfin voilà, tu vois, et surtout en tirer les protéines dont elles ont besoin, tu vois. Donc voilà, après, moi, mon message à moi, ce serait plutôt, vu que j'ai la double casquette, ce serait plutôt au niveau de l'enseignement. Je pense que les écoles, on aurait un énorme boulot à faire. Enfin, les écoles qui comptent, hein, je ne vais pas te parler parce que là, tu en as 1 milliard. Hein. Bientôt, j'attends la prochaine formation à Lidl. Parce que là, tu as des formations à 40 €, tu en as à 60 €. Bientôt, on va avoir les promotions d'été sur les formations. Enfin, Groupon, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Enfin, je ne vais pas les citer, les formats quelque chose, tu vois. Voilà. Et ça coûte 40 €. Et est-ce que, sincèrement, enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas se foutre de notre propre gueule, quoi. Si on va acheter une formation qui coûte 40 €, eh bien, on va avoir une formation qui coûte 40 €. Et au final, il ne faut pas espérer venir combattre des maladies chroniques inflammatoires avec une formation à 40 €. Ou même certaines formations qui coûtent plus cher, qui sont des formations généralistes, où ils forment à la comptabilité, ils forment à tout un tas de choses, et aussi à la naturopathie. Et donc, il faut te poser la question, ok, tu as le cours,
mais qui est-ce qui te donne le tutorat? Qui est la personne qui est de l'autre côté de son ordinateur et qui répond à tes questions quand tu as besoin de réponses sur certains sujets bien précis? Au-delà même des cours, c'est le tutorat qui va compter, c'est l'échange et c'est la recherche et c'est ce goût-là pour la curiosité, pour l'envie de venir apporter des solutions réelles, concrètes, des choses qui vont fonctionner pour la personne. Parce que n'oublie pas, enfin je veux dire, il faut beaucoup d'empathie. Parce que toi, quand tu reçois une personne, qu'elle a une maladie auto-immune, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que sa vie, elle tourne autour de cette maladie et que ça vient lui empoisonner la vie et qu'à un moment donné, elle a besoin d'aide. Si elle vient te voir, c'est qu'elle a besoin d'un coup de main, elle a besoin de quelque chose de concret, de réel qui va l'aider à sortir de là. Donc si c'est pour venir se foutre de sa gueule ou, enfin entre guillemets, hein, ou venir lui vendre des compléments alimentaires parce que tu touches 10% ou 5% dessus, ou venir, enfin je veux dire, l'éthique ça compte en naturopathie. Être un naturopathe, c'est une vocation, c'est pas un truc, je veux dire, il y a presque quelque chose de sacré là-dedans, il y a quelque chose qui nous dépasse à nous tous. Je veux dire, on le voit même quand on fait une consultation avec une personne, au-delà même des réponses qu'elle nous donne, il y a un feeling qu'on a avec cette personne, il y a quelque chose qu'on ressent derrière, il y a des choses qu'on perçoit au-delà de ce qui est exprimé par les mots. Parce que les mots, ce n'est pas tout. L'être humain n'est pas juste ce qu'il dit, il n'est pas juste un physique, il y a une aura, il y a tout un tas de choses qui s'accrochent là-dessus. Et toi, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas trahir, tu peux pas te trahir toi et trahir la personne qui vient te voir. Donc, quelque part, je pense que ça commence au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Je pense que les écoles, beaucoup d'écoles, doivent revoir ce qu'elles enseignent aux naturopathes. Ils doivent les former dans une optique où ces naturopathes vont devenir donc des thérapeutes, des gens qui vont recevoir des gens. Et quand ils sortent de chez vous, il faut qu'ils soient capables de mener une anamnèse, donc de mener un bilan de santé avec cette personne. Et au final, de pouvoir aller faire les recherches nécessaires ou de pouvoir aller chercher les éléments nécessaires pour pouvoir apporter une réponse adéquate à la personne qu'elle a en face et faire un suivi. Nous, on n'est pas en concurrence avec le Toubib. Il faut complètement sortir du principe où tu fais une visite comme un médecin. Ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est un accompagnement. Donc, si tu veux, il y a le jour où tu rencontres la personne et où tu fais l'anamnèse, mais ça ne va pas juste s'arrêter au menu que tu lui as donné et au supplément que tu lui as donné. Il va y avoir un moment où il va falloir que tu la revoies à 1 mois, il va falloir que tu la revoies à 2 mois, il va falloir que tu la revoies à 3 mois. Donc il y a une évolution et il y a quelque chose où tu vas devoir adapter certaines choses. Parce que c'est participatif, tu as la personne en face de toi, elle a le vécu de ce que tu lui as donné. Donc il y a certaines choses, peut-être qu'elle a repris un peu de poids, peut-être qu'elle s'est sentie un petit peu plus fatiguée, peut-être qu'elle a eu une petite réaction, peut-être qu'au niveau de la peau, il y a quelque chose qui est sorti. Et donc il y a tout un tas de choses à comprendre et il y a un accompagnement à faire. Et je pense que le futur de la naturopathie, ça ne va pas être juste de faire des visites, mais ça va être un peu ce que tu es en train d'essayer de faire. D'ailleurs, je suis ton blog, tu sais, comment tu l'appelles, ton journal de bord. Et là, la dernière vidéo, tu parlais de tes formations. Formation perte de poids. Formation. Et je voulais te lancer là-dessus parce que, au-delà même de la formation, parce que la formation, ça va rester un truc bateau, tu vas donner une idée générale pour un public général, d'accord? Mais moi, je te dirais que, tu vois, ton truc là, c'est vers quoi il faut aller et le ramener vers le côté thérapeute. C'est-à-dire, tu vas faire ton bilan de santé, tu vas former la personne, mais tu vas la former au travers d'un accompagnement, tu vois. Et cet accompagnement, ça peut être une formation, parce que c'est là qu'on est éducateur de santé. Et plutôt que de vendre un truc 50 € ou 120 € ou je ne sais pas combien tu fais payer ta visite, vendre une formule, un accompagnement. Et vendre une formation, en fait, à sa santé spécifique, tu vois. Je pense que le futur de la naturopathie, il va aller vers là. Parce que vouloir rester dans le créneau où on va se considérer comme un médecin qui est frustré, quoi. Tu sais, un médecin qui n'a pas suivi la vocation du médecin et qui va se retrouver à singer le médecin, mais du côté naturel, c'est-à-dire un bobo, une plante. Ça reste de l'allopathie, tu vois. Nous, ce n'est pas ça notre boulot. Notre boulot, on est des coachs, on est des éducateurs de santé, on est des guides, on est des gens et surtout on est des, comment te dire,
on est arrête, on est des gens qui vont interférer avec ces personnes et qui vont avoir un échange avec eux. Et je le vois d'ailleurs, même au niveau de l'anamnèse que je fais avec les personnes, du questionnaire que je fais avec elles. Rien que le fait de faire le questionnaire avec elles, au bout du questionnaire, la personne elle s'est rendue compte de pas mal de choses. Tu vois ? Un état des lieux, elle comprend avec toi ce qui se passe. Exactement, tu la mets en face et quand tu lui dis certaines choses, parce que tu sais, tu t'arrêtes pas juste à poser des questions, des fois ça fait tout un tas de déclics, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, en fait, si tu arrives à établir un élément de confiance avec cette personne et que tu arrives à faire un suivi avec elle, je pense que là, c'est surtout au niveau des maladies chroniques inflammatoires, auto-immunes, enfin tout ça, je pense que c'est là le futur de la consultation en naturopathie et c'est là ce qu'on devrait nous enseigner aussi au niveau des écoles de naturopathie, à enseigner aux naturopathes qu'il n'est pas juste l'antagoniste du médecin. Ouais. Le médecin, il a son métier, d'ailleurs je respecte, Ouais. voilà, qui est l'urgence, qui est le diagnostic. Mais ce serait super si lui, il restait dans son domaine et qu'il ne donnait pas des conseils en nutrition parce qu'il n'y connaît rien. Hein, je le dis, si un médecin qui regarde, il le sait pertinemment. Il a fait 2 heures, 3 heures de nutrition sur un cursus de 9 ans. Tu n'y connais rien. Je te le dis, tu es médecin, tu n'y connais rien en nutrition. À moins que tu aies suivi une formation. Et à ce moment-là, oui, d'accord, là tu vas m'intéresser, tu y connais quelque chose. Mais si chacun pouvait rester dans son domaine, si tu pouvais nous filer le diagnostic et après traiter l'urgence, donner le médicament, donc traiter le symptôme d'urgence et tout ça, pour vraiment venir en aide et surtout sauver la vie des gens, hein, parce on est là pour ça, mais après réorienter la personne vers des gens comme nous, des gens qui font quelque chose de plus, de fond, quoi, et quelque chose où on va travailler en partenariat en fait. Et je pense qu'on a tous à y gagner là-dedans. Effectivement. Ouais, je pense que c'est le plus important. Hein. Ouais, moi, mais oui. Mais oui. Vraiment le voir et puis on est tous, et puis là on le voit avec cette crise-là, les médecins commencent à se rendre compte qu'ils sont tous sous le joug de Big Pharma. Et pour nous, l'ennemi, entre guillemets, c'est le business, quoi. Hein. C'est que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'idéologie de tous ces courants où tu te retrouves des financiers, des industriels derrière. De la même manière, là c'est pareil, hein. Quelqu'un qui va s'intéresser à ses bénéfices avant de s'intéresser à ta santé, il y a un moment donné, tu peux te poser la question sur la pertinence de ce genre d'approche. Okay. Ouais, et surtout l'intérêt que tu as à donner ta confiance à ce genre de personnes. Tu vois, tu n'as aucun intérêt. Tu as plutôt intérêt, je veux dire, mais les médecins, ils ne peuvent pas. Parce que tu l'as vu là, avec cette crise, sitôt qu'on dit quelque chose qui sort du sentier battu, on se retrouve avec l'ordre des médecins sur le dos, on se retrouve radié. Enfin, je veux dire, on parle de professeurs, hein, de gens qui sont... Oui. Voilà, et qu'on a foutu, Montagnier, on le fait passer pour un tocard, là. Raoult, c'est la même chose. Voilà, c'est des prix Nobel. Hier, c'était des gens, voilà. Et aujourd'hui, l'ingénierie sociale, comment te dire, comment on appelle ça j'allais retrouver le nom. La construction, si tu veux, intellectuelle, qui fait qu'on va créer une réalité. Tu vois, le procédé narratif. En fait, le procédé narratif prend le dessus sur le réel. Et ça, c'est un véritable problème, quoi. Et il y a un moment donné, je pense que de plus en plus de médecins vont se rendre compte de la limite. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film avec le gars qui a joué dans Masque, là. Tu sais comment il s'appelle ? Tu sais, c'est un gars, là, qui toute sa vie, en fait, il est né sur un plateau télé. Et l'émission, elle est basée sur sa vie et on le voit, on le filme. Et en fait, tous les gens qui interfèrent avec lui dans sa vie sont des acteurs. Truman Show, voilà. Et le jour où il commence à découvrir, il va avec un bateau, tu vois, et tu as le phoque du bateau, là, qui percute le décor, tu vois. Là, il est arrivé au bout de la réalité, au bout du mensonge, tu vois. Je pense que là, on arrive à ce moment-là où on a le phoque, là, qui vient taper contre le décor et qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se mentir et il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont. La médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle n'est pas si vieille que ça. Ça remonte à 50, 60 ans. Okay. Rockefeller, si tu veux, il a hijacké quelque part la médecine qui, elle, à la base, a toujours été naturelle et holistique, mais il en a fait, parce qu'il avait le monopole sur le pétrole, il en a fait quelque chose de chimique et surtout, il en a fait quelque chose où on allait juste traiter le symptôme, maintenir la personne en santé,
mais surtout pas la guérir. Tu avais un article qui était sorti sur, il me semble, c'était sur Forbes, ou je ne sais plus où est-ce que je l'avais lu, et qui expliquait qu'en fait, si Big Pharma faisait des médicaments qui guérissaient, ben, il ferait faillite. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque part, il y a un intérêt financier à maintenir les gens dans l'état dans lequel ils sont et à les rendre abonnés à la pharmacie, quoi, quelque part. Hein. Les médecins le savent, les pharmaciens le savent, tout le monde le sait, mais il y a l'élément qu'on appelle peur. Ben, tu vois, tu as fait 10 ans d'études. Tu ne vas pas te foutre tout en l'air, on va te foutre à la porte de ton métier. Mais tu le vois, hein, les médecins qui ont osé ouvrir leur bouche, mais c'est la folie, ils sont devenus des parias. Et nous, on est tous devenus des lâches quelque part. On est tous devenus des lâches. Et je pense que c'est notre problème. Ce que je te parlais tout à l'heure, tu sais, quand je te parlais de naturopathie, qu'il faut qu'elle redevienne virile, on a perdu cette virilité. On est tous devenus dociles, tu vois. On est tous à téter la louve. Tu vois, on a tous la tétée dans la bouche et personne ne veut bouger. Et de la même manière, ce que je t'expliquais par rapport à la naturopathie, quand je te disais que Marie-Claire Lappareil avait peur parce qu'elle avait peur de perdre ses clients, elle avait peur de perdre, tu vois, on a tous une raison plus ou moins, comment te dire, plus ou moins objective, tu vois, de croire en nos peurs. Mais je pense qu'il va falloir s'en détacher et qu'il faut dépasser nos peurs parce que là, si on était dans les années 80, je dirais, ouais, chacun son point de vue, on s'en fout, on s'en tamponne. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est à l'aube d'un changement. Ça va se faire ou dans un sens ou dans l'autre.